maître de l'outil, qui l'a façonné et qui en est le maître. Si c'est pas vous, il y a des chances que quelqu'un utilise le marteau pour vous taper dessus, ou les fait d'une manière qui font que, de toute manière, vous allez en être esclave. Est-ce que vous êtes le maître de votre téléphone portable? Pas sûr. Et donc, il y a une des premières d'Égypte d'ailleurs raconte que le bâton de Moïse se transforme en serpent. C'est le traître. Mais ça va être aussi ce qui va lui servir à ouvrir la mer Rouge. Et donc, Moïse doit redresser le bâton. Il doit se reprendre le contrôle, entre guillemets, de l'outil, pour que ça lui permette de sortir d'esclavage. Ok. Il y a plein de gens qui nous ont dit, mais vous utilisez le numérique tout en le critiquant. Ouais, les réseaux de résistance n'ont pu exister que parce qu'il y avait le numérique. Vous allez me dire, le totalitarisme n'existe que parce qu'il y a le numérique. C'est vrai. Mais n'empêche, on est là. On est situé. On est ici et maintenant. On n'est pas dans le monde idéal qu'on voudrait. On est dans le monde tel qu'il est. Et dans ce monde-là, on s'est réemparé de l'outil numérique. On a redressé le serpent, le bâton, pour permettre de pouvoir parler, pour permettre d'avoir de la créativité, etc. Donc ça, il y a une question dans notre rapport à l'outil et qu'est-ce qu'on en fait ou est-ce qu'on le subit, qui est très important. Et ensuite, il passe à travers la mer Rouge. Désolé, ça fait un peu de bruit. Il faut que je recule encore. Quand je serai contre le mur, vous me verrez encore. On est derrière. Enfin, pas sérieux. Et là, si vous êtes chaud pour intervenir, on peut chanter avec My People Go. Comme vous le sentez. Vous me faites un signe. Et ensuite, il traverse la mer Rouge. Et les légions de Pharaon, comme vous savez, sont elles, balayées par la mer Rouge. Ils n'arrivent pas à passer, eux, ils n'y croient pas qu'on peut passer à travers. Qu'on peut rester 597 jours sans salaire, par exemple. Il y en a plein qui... Tu veux que j'essaye avec le micro comme ça? Non. Plus central. En fait, tu bouges trop. On va essayer de faire asseoir à la table. Hein. C'est comme ça avec la consultation, vous savez. Non, c'est pire en fait. Je sais pas où faut que je me mette, dis-moi. Plus devant, c'est comme ça. D'accord. Je peux parler un peu moins fort. Bon, ça va? Ça va. On continue. Donc ensuite, ils sont confrontés au fait de traverser le désert du Sinaï. Pour ceux qui ont déjà regardé une carte de cette région du monde, le désert du Sinaï, c'est assez petit en fait. Pas un gros truc. En 7 jours, vous avez fait le tour. Vous savez combien de temps il reste? 40 ans. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent pendant 40 ans, quoi? Ben, ils virent, ils tournent, comme on dit à Marseille, et ils trouvent à manger quand même. C'est ça qui est bien. Ils ont fait le saut de foi. Donc tous les matins, il y a la manne qui tombe. Ils n'avaient pas Google Maps. Il y a la manne qui tombe. Donc ils ont quand même de quoi manger. C'est pas très varié, c'est pas génial. Enfin, c'est pas, ils font pas gras comme on dit, mais ils ont de quoi. Et puis en fait, ils arrivent plusieurs fois à l'entrée de la terre promise, mais ils n'y rentrent pas parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui ont peur, qui disent oh là là, il y a des géants, c'est les Hittites. Et donc il y en a qui s'enfuient, qui disent moi je retourne chez Pharaon. Au moins je bouffais des trucs bien meilleurs que la manne. Et donc il y en a qui repartent en esclavage, parce que c'est trop dur d'être libre. Ah, tiens, personne n'a dit que c'était facile d'être libre. Personne n'a dit que c'était confortable. Par contre, voilà. Après c'est bien plus évident, mais personne n'a dit que c'était confortable. Et finalement, ils réussissent à rentrer à partir du moment où ils se donnent 10 règles de base, comme disent les jeunes. 10 règles qui ont trait à ce qu'on appelle le désir mimétique. Désir mimétique, c'est quoi? C'est le travail de René Girard, qui est un penseur français, qui a travaillé à Stanford, et qui a beaucoup écrit là-dessus, sur le fait que l'humain, naturellement, il veut ce qu'a l'autre en face de lui, quoi. C'est un truc assez profond. Alors après, maintenant, on peut le relier à plein de choses qu'on connaît en neurosciences sur les neurones miroirs. On passe notre temps, quelqu'un nous sourit, on a tendance à sourire. Quelqu'un nous fait la gueule, on a tendance à parler bien. Puis on a ces neurones miroirs sur des trucs qu'on perçoit, mais sur des trucs juste sensoriels. Dans un groupe, si tout le monde rigole, on arrive, on a plutôt envie de rigoler, quoi. Si tout le monde fait la gueule, on va peut-être pas sortir une blague tout de suite, quoi.
bon, j'ai déjà écouté un peu de quoi ça parle, quoi. Et ça a l'air un peu sérieux. Donc, on est sensible et on se met en résonance avec les autres. Gardez ça en tête, parce que ça aussi, c'est une clé, la mise en résonance. Le fait de se mettre en résonance, c'est une énorme clé de la construction collective et de la puissance d'agir. À partir du moment où vous mettez en résonance des humains, ils sont capables de tout changer, mais très facilement. Parce que la mise en résonance, c'est ça qui se passe dans ce qu'on appelle les oscillateurs biologiques. Je vous donne un autre exemple de mise en résonance. Il y a l'ambiance d'un groupe, mais il y a eu plusieurs études montrant que les menstruations de jeunes femmes, dans les couvents par exemple, se mettaient en phase. Vous avez leurs règles en même temps. Et aussi dans les familles, quand les gens s'entendent bien et vivent vraiment ensemble, etc. Ou dans les colocations. Tout le monde se synchronise sur des cycles. De même, si vous prenez un banc de poissons, ils nagent tous comme ça, mais ils nagent tous ensemble, ils n'ont pas besoin de se parler, de s'envoyer un SMS. Non, ils font le banc de poissons, quoi. Ils sont le banc de poissons. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a une rivière, sur 200 km, il y a les feux follets qui clignotent tous en même temps, comme une guirlande de Noël. C'est ce qu'on appelle la mise en résonance des oscillateurs biologiques. Et vous l'avez peut-être déjà vu aussi sur Internet, si vous mettez une planche de BA13, de placoplate, quoi, sur 2 rondins, et vous mettez plein de métronomes. Et vous mettez tous les métronomes n'importe comment. Au bout de moins de 5 minutes, ils se mettent tous en résonance. Ils sont tous en train de faire schlang, 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 schlang. Donc c'est une caractéristique des oscillateurs. Et cette mise en résonance, elle développe une énergie beaucoup plus importante que ce que développerait simplement la somme des énergies individuelles. C'est l'histoire des soldats qui marchent au pas, vous savez. Si tous ils sautaient comme ça sur le pont, n'importe comment, ça ne marcherait pas. Par contre, s'ils marchent tous au pas, peut-être ils peuvent faire effondrer un pont. Et là, je peux vous donner un jeu à pas cher que je faisais plus jeune. C'est si vous vous mettez dans un ascenseur et que vous comptez jusqu'à 3 en disant à 3, on saute tous en même temps. 1, 2, 3. Comme ça, dans l'ascenseur, vous arriverez à le bloquer. C'est sûr. Parce que là, vous sentez que quand tout le monde saute en même temps, c'est pas la même histoire. Vous êtes mis en résonance pour faire une bêtise. Bon. C'est des jeux à pas cher. Hein, voilà. Parce que là, il faut faire venir les pompiers. Donc, le désir mimétique, c'est cette histoire que finalement, je désire ce qu'a l'autre. L'enfant veut le jouet de son grand frère. Ah, mais il ne veut pas seulement le jouet de son grand frère, il veut être son grand frère. Parce que même quand il a le jouet, au fond, c'est pas ça. Il s'en fout un peu du jouet, quoi. Ce qui compte, c'est d'être son grand frère. Mais il ne peut pas être son grand frère, puisqu'il est lui. Donc il faut qu'il tue son grand frère. Ah, le désir mimétique aboutit à la violence mimétique. La violence mimétique aboutit en spirale à la guerre mimétique. Et la guerre mimétique aboutit à la volonté d'éradication de l'autre. Mais vous avez déjà vu une guerre qui n'aboutit pas à une autre guerre. Une guerre n'est jamais gagnée. Même quand elle est gagnée, elle continue d'être perdue au long cours. La guerre de 1870 aboutit à la guerre de 14, qui aboutit à la guerre de 39, qui aboutit à ce qui nous arrive, à toutes les guerres de décolonisation, qui aboutit à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. En fait, la guerre ne résout pas le problème de la violence et du désir mimétique. Elle le résout que temporairement. Et pour René Girard, normalement, il y a le sacrifice d'une victime émissaire, un bouc émissaire. C'est comme je ne peux pas tuer l'autre en face, sinon je me tue moi aussi, en fait, par miroir. Je suis obligé de sacrifier quelqu'un qui n'a rien demandé. Et là, temporairement, les choses vont aller bien. Ça, c'est la version de René Girard, assez pessimiste, vous allez me dire, sur la résolution du désir mimétique. Mais une autre résolution potentielle. Alors oui, alors le bouc émissaire, on va y arriver. Hein. Vous avez compris qui est le bouc émissaire là, de ces prochains mois? Il est désigné depuis le début. Hein. Le bouc émissaire, il est soit très laid, soit très beau, soit très innocent, soit très vicieux. Voilà, il faut qu'il soit extrême, qu'il soit déjà en dehors du groupe, en vrai, par une sorte de quelque chose qui est à part. Donc ça peut être une jeune vierge chez les Aztèques, ça peut être qui vont l'immoler sur le temple en lui tranchant la gorge, ou ça peut être un Emmanuel, quoi. Vous avez compris. Et c'est son rôle, donc c'est même pas la peine de lui tirer dessus, quoi. Il est préprogrammé pour ça depuis l'enfance, probablement. Donc, la question, pour nous, on pourrait se la poser, c'est qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'on nous promet après? Voilà, vous allez voir sortir du chapeau des gens comme Audrey Tcherkov ou d'autres, qui sont les rejetons d'Atali, en gros, qui vous proposeront l'économie positive. C'est quoi, hein?
à l'économie positive, c'est facile, c'est votre projet, il est classifié par le public ou le privé, c'est pareil, de toute manière, puisqu'il n'y a plus de différence entre les deux réellement, parce qu'on ne fait que des partenariats public-privé. Votre projet, il est classé rouge, orange, vert. McKinsey, ça c'est le logiciel McKinsey. Ça, c'est pas trop compliqué, on arrive à suivre. Le niveau de nuance est pas trop dense, quoi. Et donc, c'est rouge, c'est orange, c'est vert. Vous êtes contre les violences faites aux femmes, c'est vert. Vous êtes pour une réflexion sur la place relative de l'homme et de la femme dans cette société pour trouver une complémentarité féconde. Non, c'est rouge, on s'en fout. C'est trop genré tout ça. Vous êtes contre le changement climatique, c'est vert. Non, vous voulez réfléchir à notre relation au vivant. Qu'est-ce que c'est la nature? Pourquoi on en fait partie? Voilà. Non, c'est rouge ça. Vous n'avez pas des éoliennes et des voitures électriques, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait du business, vous avez compris. Vert égale business, vert égale manipulation idéologique. Orange, entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'on nous promet pour demain. Donc, la violence mimétique peut se résoudre comme ça. Mais elle peut se résoudre autrement aussi. Elle peut se résoudre par l'idée que, au fond, la rencontre avec l'autre est quelque chose de fécond. L'autre va venir, en fait, appuyer et essayer d'ouvrir ma réalité dont je vous parlais tout à l'heure. Essayer de faire venir autre chose dans ma réalité. Comme une sorte de fécondation. Est-ce que je le laisse venir ou est-ce que je le laisse pas venir? Ça, c'est mon choix. Et si je le laisse venir, je peux essayer de définir le niveau de porosité, jusqu'où je le laisse aller, jusqu'où je le laisse rentrer. Est-ce que je suis bien stable, bien structuré? Est-ce que discuter avec quelqu'un me met en danger? Vous avez vu que ces derniers temps, discuter avec quelqu'un, déjà, ça le met souvent en danger. Vous pouvez discuter avec quelqu'un et ne pas être d'accord, c'est pas grave. Les gens ont presque plus d'outils de non-violence. Parce que la voie que je vous propose là, c'est celle de la non-violence. Il y a la violence mimétique, mais il y a la voie de la non-violence. La non-violence, c'est dire l'autre va venir essayer de foutre en l'air ma réalité, va venir essayer de tout bousculer, me chambouler. Comment j'accueille ça? Comment j'arrive à en faire une force, à en faire quelque chose que je ramène au centre de moi et où ça m'a amené quelque chose, ça ne m'a rien enlevé. Au contraire, ça m'a aidé à développer ce que je voulais. Mais pour ça, il faut savoir ce que vous voulez. Ce qui se passe là, dans notre société, c'est pas une guerre. Comme je vous l'ai dit, la guerre, c'est la volonté d'éradication de l'autre. Et c'est une illusion. Ça aboutit toujours au sacrifice d'une victime émissaire ou à d'autres guerres de revanche. Donc, si on veut ouvrir d'autres opportunités, je vous propose de considérer la question du combat. Le combat, c'est pas la guerre. Le combat, c'est nous sommes de toute manière confrontés à ce qui est en train de se passer. Nous sommes situés, nous n'avons pas choisi d'être incarnés ici et maintenant. Peut-être qu'on aurait préféré être à d'autres moments. Mais on n'a pas choisi, on est dans ce corps-là, on est dans cette société-là, on est dans cette famille-là, avec tout le background et sur moi qui nous sont imposés. Et bien, est-ce qu'avec ça, avec toutes ces données imposées, j'arrive à trouver des degrés de liberté? Et pour trouver ces degrés de liberté, accepter l'idée que c'est comme si on me posait dans une arène. Je suis mis dans l'arène d'un combat. Il y a plein de gens qui voudraient fuir au fin fond de l'Ardèche, là, vous y êtes, mais plus dans une ville, etc., à élever des chèvres, tranquillou, et plus après. C'est une illusion, on viendra vous chercher. On viendra vous chercher. Au Parlement européen, là, ce qu'il y avait comme propagande autour, c'était la santé numérique est notre seul chemin, quoi, en gros. C'était la sécurité, c'est ça le plus important. Et donc, on va mettre en route une cyberpolice, et vous tracez vos fichiers, vous fliquez. C'est ça qui avait marqué, quoi. Et puis, il y avait Ursula von der Leyen en train de serrer la louche à Zelensky, en énorme, en 4 quartois, en disant, sur l'Ukraine, on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? On peut savoir, en fait, si on nous fait péter une ogive nucléaire dessus, c'est que c'est ça le bout pour vous? C'est jusqu'à ce qu'on n'ait plus un rond et qu'on soit tous dans le rouge? On est à 19% d'inflation. Ouais. Ce qui se passe nous oblige à réhabiter maintenant, à réhabiter le banal. Vous ne pouvez pas penser qu'il y aura un monde meilleur demain. Mais en plus, tout vous prouve plutôt le contraire. Donc on peut rêver, on peut vouloir être un bisounours. On peut dire non, ça se passe ici. Et c'est ici qu'il faut réinvestir. Parce que c'est ici que j'ai mon degré de liberté. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle La vie est belle, Roberto Benigni. Peut-être ça vous dit quelque chose. Il y a un papa qui est avec son fils dans les camps de la mort et qui quand même arrive à trouver de la beauté, quand même arrive à trouver de l'humour. C'est un peu poignant, quoi. Parce que c'est tragique ce qui se passe. Mais ce qui se passe pour nous est tragique, là. Et pourtant, est-ce qu'on peut réussir à mettre de la joie, de la paix, de la liberté à l'intérieur de cet endroit-là? Je reprends madame de 80 ans de tout à l'heure. Pour elle, c'était la meilleure période de sa vie, en fait.
Si vous prenez pour moi, j'ai jamais fait autant de choses que dans cet espace contraint. J'ai réussi à faire des films, des bouquins, monter des réseaux de soins, aider à structurer des collectifs. C'est-à-dire que si on réhabite l'instant, là, le combat, il y a plein de failles qui s'ouvrent, il y a plein de brèches où on a énormément d'énergie qui se déploie, et si en plus on se met en résonance, on est capable de tout basculer. Comme l'ascenseur dont je vous parlais. Ouais. On peut faire mieux, quoi, en termes de résonance. Et là, je vais vous donner un exemple, c'est que j'ai été convoqué un jour à ma direction la veille pour le lendemain. J'ai reçu un mail laconique en disant, voilà, Louis Fouché, vous devez être à la direction générale de l'assistance publique demain à 14h. Point. Pas d'ordre du jour, pas de raison, rien. Convocation. Pour voir le directeur général et le président de la commission médicale de l'établissement de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui est une des plus grosses institutions hospitalières de France. Quand je reçois ça, vous imaginez que je ne me sens pas super bien. Je me dis, tiens, il y a un truc, quoi. Puis je sens qu'il y a comme une main qui se tord, là, sur le cœur, qui commence à l'agripper. Et la peur. Peut-être perdre mon travail. Peur d'être puni, quoi. Des trucs de retour en enfance, quoi. J'ai pas fait comme il fallait, j'ai pas été bon élève. Et puis j'appelle Carole, mon épouse, et je dis, bon, voilà, je vais peut-être perdre ça, je me sens pas super bien. Elle dit, est-ce qu'on fait appel à la communauté? Est-ce qu'on fait appel aux gens? Elle me dit, ouais, je pense. Je dis, ouais, mais je voudrais pas griller la cartouche pour rien, quand même. Je dis, si, c'est peut-être le moment. La soirée se passe, moi j'entends plus parler de rien, je fais ma garde, parce que je suis de garde à l'hôpital. Et le lendemain, pendant la nuit, vers 22h, je sens que ça se détend, parce que la prise d'acier sur mon cœur, elle se relâche. Il y a comme une détente. Je me dis, bon, je m'en fous, en fait. Je m'en fous de tout ça. Je savais depuis le début ce que je risquais. Et puis, le lendemain, je sors de ma garde, et puis je vais à mon rendez-vous à 14h devant la direction générale. La direction générale des hôpitaux de Marseille, à Marseille, c'est un lieu où on a pendu des gens. Hein. En termes de karma, c'est assez lourd. Et puis, c'est une ambiance Brésil, quoi. Vous voyez, sur le film de Terry Gilliam, quoi. Les plafonds à 17 mètres de haut, un énorme truc, vous êtes écrasé par la technocratie, c'est fait exprès, quoi, hein, pour vous faire bien comprendre que vous n'êtes rien par rapport au pouvoir technocratique. Et j'arrive, il y a une centaine de personnes, peut-être plus, devant. Je suis surpris, je ne m'attendais pas. Puis j'arrive avec mon vélo, elle me dit, ah, prends ton vélo, t'as pas besoin de l'attacher, on veille dessus, t'inquiète pas. Ah bon. Et tout le monde, ouais, vas-y Louis, tout. Ok, c'est cool, merci. Vous venez avec moi? Ah non, nous on reste là, on te soutient. Ah, okay. Mais je dois y aller alors quand même. Ah ouais. Et puis il y a France 3 avec une perche dans sa perche et qui dit alors docteur Fouché, vous allez être licencié, vous allez être radié ou je sais pas quoi. Je les regarde, je comprenais qu'il avait besoin de faire du buzz comme notre pauvre journaliste qui est notre fil rouge. Excusez-moi pour lui. Je comprenais qu'il avait besoin de faire du buzz et qu'il serait remplacé par ChatGPT aussi, mais bon, je leur dis c'était quoi vous parlez? Non, moi je viens ouvrir une ambassade en fait. Je suis très content d'être convoqué. Enfin, on peut parler. Moi, je suis un diplomate. Je viens, voilà, comme ouvrir une ambassade en terre étrangère, parce qu'on ne s'est jamais parlé jusqu'ici. C'est une très bonne nouvelle. Hein, un peu, bon. Et j'arrive devant la porte. Là, il y a 8 vigiles. Alors que normalement, il n'y a jamais de vigiles à cet endroit-là. 8 vigiles, tellement ils avaient peur de la foule. Et les 8 vigiles, comme ça. Hein. Sauf que quand je m'approche des vigiles, ils font tous « Vas-y, réveille-toi !» Ah oui, c'est les gardiens de l'hôpital, en fait. Moi, je leur dis bonjour tous les jours. Je ne suis pas le genre de salopard qui ne dit pas bonjour aux gens, donc qui m'aimait bien, en fait. Et donc là, je me dis, ouais, c'est chouette. Puis je rentre dans la grande salle, je m'attends à être tensé, à devoir aller au bureau, puis au fait, je suis convoqué, où est-ce que je dois aller? Là, il y a un type qui s'approche de moi avec son masque, bien sûr. Moi, j'avais mis mon masque, hein, on ne va pas en terre étrangère sans accepter les us et coutumes, donc là, voilà. Je rentrais en Covidistan, donc là. Je me masquais, et le type me dit « Ah, docteur Fouché, on vous attendait, c'est très important que vous soyez là, je vous accompagne. » Ah bon, il a changé de parfum, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que le praticien hospitalier, hein, c'est la chair à canon de l'hôpital, hein. Moi je suis un médecin lambda, quoi, hein. C'est pas... Et tu vois, dans les petits papiers de la direction. Donc le type s'approche de l'ascenseur et il appuie sur le bouton de l'ascenseur pour moi. Alors que je m'apprêtais à appuyer, il dit « Non, ne faites rien. » Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends pas, là. On monte au 3e étage. Au 3e étage, on se retrouve avec le directeur général, le président de la CME, la commission médicale d'établissement,
Pareil, j'aurais dû attendre pendant 3 heures dans un fauteuil trop grand, mariner tranquillement, puis à la fin être cueilli comme il faut pour me tenser. Non, là, directement, ils arrivent. Ah, docteur Fouché, très important, presque obséquieux. Il y a un truc là. Puis on s'assoit autour d'une grande table en acajou, avec le président, le secrétaire de direction, le directeur général et moi. On est un peu emprunté. Par quoi on commence, quoi. Donc je décide de commencer. Et je commence par des égards. Des égards, c'est quoi? C'est quand vous êtes en diplomatie, vous commencez par dire des choses que vous trouvez chouettes chez l'autre, même si c'est votre ennemi. Parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours quelque chose d'un peu admirable. Et parce que le désir mimétique, les neurones miroirs, vous l'appelez comme vous voulez, fait que si vous donnez un compliment à l'autre, et s'il est sincère, l'autre sera obligé de vous en faire un. C'est comme ça. C'est du domaine du don et du contre-don. C'est quelque chose qui est automatique chez l'humain. Et donc je commence par des égards. Je dis, voilà, merci beaucoup, je tenais à vous témoigner ma gratitude, parce qu'on n'a jamais manqué de matériel. Il y a des hôpitaux où ils ont dû s'habiller en sac poubelle, ils n'ont pas eu de masque. Nous, on a toujours eu tout ce qu'il fallait. Je pense que dans cette période de grande tension d'approvisionnement et puis organisationnel, vous avez vraiment été exemplaires. Je vous témoigne toute ma gratitude, parce qu'on a pu soigner les gens correctement et comme on avait envie, grâce à vous. Je les vois un petit peu... je les vois un peu décompensés, quoi. Ils ne s'attendaient pas à une attaque surprise comme ça. Donc, bon, ça se détend un peu, quoi. On le ressent physiquement même. Et je les vois qui se regardent et bon, il y en a un qui fait écoutez, nous aussi, on a été assez étonnés, quoi. On ne pensait pas que vous aviez autant de soutien. On pensait que vous étiez un électron libre, fou furieux. Et puis, en fait, entre hier, le moment où vous envoyez le mail et aujourd'hui, on a reçu plus de 5000 mails qui ont bloqué nos boîtes mail. On est embêté parce qu'on ne peut plus utiliser nos mails. Puis tous ces mails étaient extrêmement courtois, extrêmement bienveillants et disaient prenez soin de Fouché, quoi. Vous lui devez du respect, des égards, parce que sa parole est importante. Et on a reçu des mails de gens connus, de gens moins connus, etc. On a été assez impressionnés. Donc je comprends d'un coup pourquoi. Qu'en fait, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de ce mouvement populaire, de foule, qui vient. C'est pas moi on s'en fout en fait. C'est la foule derrière. La foule a adoubé son héros. Elle a dit, tiens, prends une épée, prends un bouclier. C'est toi qui vas aller dans la caverne du dragon. Mais on te donne tout ce qu'il faut pour y aller. Et même avant, on va faire le haka, etc. Et c'est ça qui se passe, quand vous avez les supporters qui crient avec les peintures de guerre. C'est pour faire peur aux autres, pour dire, waouh, on est plus fort. Mais là, et ça marche. C'est un truc fou. C'est atavique, en fait. C'est profond. C'est paléo, quoi, on pourrait dire. C'est que là, l'ensemble du rapport de force avait été inversé par le fait qu'il y ait des gens qui soient là, ce jour-là, qu'il y ait des gens qui aient écrit, qu'on reste dans une relation diplomatique et pas guerrière. Et ça fait quoi? Ça fait qu'à la fin, je ne vous raconte pas tout, mais il y a eu des passes d'armes feutrées ensuite, mais là, je vous raconte. Le président claque dans les doigts, le directeur général dit, oui, quand même, on a reçu 3 mails extrêmement agressifs. Sur 5000. Et donc, on a quand même fait un dossier juridique, on n'exclut pas de vous attaquer au niveau judiciaire, quoi. Donc, la secrétaire me pousse un dossier devant moi, avec marqué Fouché, procédure juridique, quoi. Bon, menace, quoi. Donc, je pose ma main sur le dossier, et ça, je dis, 3 mails, c'est vraiment embêtant. Et en même temps, ce serait tellement embêtant que vos mails restent bloqués jusqu'à Noël, quoi. J'ai probablement qu'un mot à dire pour que ça s'arrête. Et je repousse le dossier. Mais là, c'est pas ma force. C'est la force de derrière, potentiellement 5000 personnes, ou plus, qui continuent, parce qu'en fait, il y en a eu beaucoup plus que ça. Parce qu'une fois qu'ils ont enlevé les 5000 mails, après, j'ai appris qu'ils en avaient eu 5000, puis 5000, puis 5000. Fouché, pitié, on ne reconvoque jamais, quoi. Et donc, parce qu'ils étaient obligés de les lire un par un pour pas passer à côté comme c'était pas un mail type. Bref, et donc, je repousse le dossier vers lui et le directeur le reprend. Effectivement, il dit oui, effectivement, ce serait bien que ça s'arrête quand même parce que c'est embêtant de ne pas pouvoir avoir nos mails dans cette période-là. Et là, on est dans un échange un peu, où il y a des désaccords. Et puis ensuite, on a abordé les points de désaccord. Bref, mais j'ai pu partir de tout ça sans être inquiété, en gardant mon salaire, en pouvant continuer à parler, etc. C'était déjà gagné d'avance. C'était déjà gagné d'avance parce qu'il n'y avait pas de volonté belliqueuse. Parce qu'il n'y avait pas, de ma part, aucune volonté de leur démontrer que c'était des abrutis ou de leur montrer quoi que ce soit. Il y avait juste un combat de centre. Qui a le centre le plus dense? Comme dans les sumo, vous savez, les gros bébés avec les couches.
Et c'est ce qui est le plus gros et le plus souple en même temps. Tu veux intervenir? Ah bah bien. Je vous fais une petite pause. En fait, j'ai dit 2-3 mots sur notre démarche. Donc, c'est le projet de Sylvain qui s'appelle Poésie en écho. Et là, on va entrer en résonance avec ce que lui nous a raconté. On est très loin, on est en Géorgie, et ça remonte des siècles, voire plus que 1000 ans. C'était le peuple chanteur déjà loué par des Romains. Et puis un chant très fondateur dans leur culture, il s'appelle Gergetula, et c'est le thème de la fédération, de la unification que tu as évoqué, qui nous fait penser à ce chant et qu'on va vous donner. Vinces nadanings vas vezeda, Vinces garaginis carevi, Vinces nadanings vas vezeda, Vinces garaginis carevi, Hari ara, 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 Kmali vardak malta batoni, Vandam episar nakoni, Kmali vardak malta batoni, Vandam episar nakoni, Hari ara, 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 Ceva mekni uzda vergacha, no cemo mir dana patroni, cemo mekni uzda vergacha, no cemo mir gamsta patroni, Hari ara, 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 Hari ara. C'est le chant de l'épée unificatrice, comme dans l'histoire du roi Arthur, le chant de l'unité. Waouh, ça fout les poils comme on dit. Non, merci pour ça. Exactement ce dont j'essaie de parler, probablement. Cette mise en résonance collective, elle a aussi été mise en évidence par tout le travail sur le logiciel libre. Et peut-être que vous connaissez la loi de Linus, en référence à Linus Torvald, qui est le développeur de Linux. Linux, c'est quoi? C'est un système d'exploitation alternatif à la saloperie de Bill Gates, c'est Microsoft, qui vous rend dépendant pour l'éternité, force à faire des mises à jour, puis de toute manière, au bout de 5 ans, votre ordinateur il rame tellement que de toute manière, il faut le changer, puis de toute manière, vous avez le virus et ainsi de suite. Non, l'idée, là, c'était de faire quelque chose de libre, et où les gens puissent reprendre le contrôle sur le système technique, sur le système d'exploitation.
Donc cette histoire de Linux, elle est très profonde en fait sur ce qui nous arrive, symboliquement. Et Linus Torvald, il veut faire ça, mais il sait qu'il ne peut pas le faire. Il n'est pas assez bon, il n'a pas toutes les connaissances, il n'est pas assez gros, il n'a pas la possibilité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'aide. Il va crier à l'aide. Et il va en trouver. Et il va démontrer qu'à partir du moment où il interconnecte plus de 100 programmeurs ensemble, et bien s'il y en a un qui a un problème, il y en a au moins un qui a le début d'une solution. Ça veut dire quoi? C'est si vous êtes 400 aujourd'hui, s'il y en a un qui a une envie ou un problème, il y en a au moins 4 au début d'une solution. Il y en a un qui veut faire une projection cinéma. Il y en a au moins 4 qui ont le début d'une idée pour trouver une salle. S'il y en a un qui veut faire une école, il y en a au moins 4 qui ont le début d'une idée pour trouver un financement, pour faire les programmes scolaires, pour recruter les professeurs, pour trouver comment faire avec les parents. Quoi que vous fassiez faire, ce que vous êtes ici est déjà suffisant. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de plus. Si déjà ça se met au travail, tout bascule, tout bascule. C'est quelque chose qui est étonnant. Parce qu'en permanence, j'entends des gens, oui, il faudrait réveiller les moutons, il faudrait... Bon, déjà, si vous les considérez comme des moutons, il y a des chances que vous n'avez pas envie, quoi. Et puis, s'ils ne se sont pas réveillés avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui se prennent dans la gueule, c'est pas vous qui allez les réveiller, à l'évidence. Hein. Moi, j'ai cette expérience-là. Hein. Personne, je vous dis bien, personne, jamais dans ma vie, m'a dit à la fin d'une conversation, « Louis, grâce à toi, j'ai vu la lumière. Merci. J'ai changé ma vie. » Personne m'a dit ça. Ça ne m'est pas arrivé. Voilà. Et ça ne m'arrivera pas. Alors peut-être que je suis pas assez bon, hein, mais je ne crois pas que ça arrive. Je crois qu'au mieux, vous pouvez semer un doute. Au mieux, vous pouvez semer une question et la laisser travailler. Et ça, moi, dans la discussion, je vous ai dit, on a fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où on rediscute avec son beau-frère. À partir du moment où on l'écoute même. Et donc ça, c'est ce que je voudrais vous proposer pour faire une toute petite pause dans notre truc, dans notre conversation. C'est d'essayer de faire un moment d'écoute empathique. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? On fait ça souvent dans les stages de communication non violente ou de cercles restauratifs. Les cercles restauratifs, c'est l'application de la communication non violente à la justice. Et une écoute empathique, c'est quoi? C'est prendre son voisin ou sa voisine, en général plutôt pas son mari ou sa femme, parce que l'écoute empathique, c'est pas toujours ça. On a déjà une ritualisation, je dis ça en rigolant, Carole, ça l'exaspère, mais on a déjà une ritualisation assez poussée avec son mari ou sa femme, et donc prendre quelqu'un de nouveau, ça peut apporter quelque chose. Mais bon, après, ça peut aussi se passer avec son mari ou sa femme. Et juste l'écouter, c'est pas une discussion, on n'est pas en train de répondre, on n'est pas en train de... Non, juste l'écouter, après lui avoir posé une question. Et cette question, ça pourrait être, là, si vous avez envie de jouer avec moi à faire cette petite pause, qu'est-ce que tu viens faire ici vraiment aujourd'hui? Parce que je vous le redis, moi je pense que je suis un prétexte. On s'en fout en fait de Fouché en vrai. C'est pas ça qui compte. Le banal, c'est l'invité, il va partir. Moi je vais rentrer chez moi au bout d'un moment. Mais vous allez rester ici. Qu'est-ce que vous venez faire vraiment ici aujourd'hui? Et juste écoutez la réponse. Écoutez la réponse comme un peu... Il y a une technique qui s'appelle aussi les 5 pourquoi. Les 5 pourquoi, c'est vous me dites quelque chose, je dis pourquoi. Puis vous me dites parce que, et là, je dis mais pourquoi? Comme les enfants, vous savez pourquoi? Pour essayer d'aller gratter le cœur, le noyau, le fond, le centre, le combat de centre, la densité profonde. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que vous faites vraiment ici, aujourd'hui? Donc, je vous propose ça, de le faire en temps limité. On se donne 7 minutes. Vous allez voir, ça passe assez vite en vrai. Mais je vous propose 6 minutes chacun. Donc, il y en a un qui pose cette question à l'autre et qui l'écoute. Qu'est-ce que tu viens faire vraiment ici, aujourd'hui? Si l'autre dit rien, il écoute le silence, hein. C'est pas grave. C'est bien aussi d'écouter le silence. Peut-être qu'il peut redire la question au bout d'un moment. Mais vraiment, c'est une écoute empathique, c'est pas une discussion. Vous pouvez réagir, hein, mimiquement, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'air de vous emmerder. Mais donc le non-verbal peut être tout à fait présent dans l'empathie. Et ensuite, on inverse les rôles pour 6 minutes. Vous êtes prêts? Je vais lancer le top départ. Et de 6 minutes, vous choisissez votre comparse, si vous êtes d'accord. Et Mine, t'as un petit...
C'est parti.